Donc nous avons laissé l'histoire en pleine révolution avec l'internationale communiste. Et en fait, la montée révolutionnaire attendue ne fut cependant pas à la hauteur. Seul le prolétariat russe n'avait pas été vaincu par la bourgeoisie et déjà les effets du reflux de la vague révolutionnaire commençaient à affecter l'État ouvrier lui-même. Dans une Russie politiquement isolée, économiquement et culturellement arriérée, encore plus appauvrie par les ravages de la guerre civile, et où l'avant-garde consciente d'un prolétariat épuisé avait été décimée dans les combats pour la survie du pouvoir soviétique, une bureaucratie tentaculaire avait pris la place de la classe ouvrière aux commandes de l'État soviétique. Du point de vue de la question nationale, jusqu'en 1924, le chauvinisme grand russe fut au moins combattu par la direction bolchevique, en particulier par Lénine. Peu avant sa mort, son dernier combat l'opposa à Staline, qu'il qualifia alors d'argousin chauvin grand russe, parce qu'il voulait réorganiser la Géorgie soviétique par-dessus la tête des dirigeants communistes géorgiens. Ce que fit alors Staline n'était qu'un avant-goût du retour en force du nationalisme grand russe et de l'oppression nationale en URSS avec la bureaucratisation du régime. En 1925, en se reconnaissant dans la théorie du socialisme dans un seul pays défendu par Staline, la bureaucratie proclama à la face du monde que l'extension de la révolution n'était pas son problème, qu'elle n'en voulait plus. Ainsi, pendant la révolution chinoise de 1925-27, la bureaucratie stalinienne adouba le Kuomintang, le mouvement nationaliste de Chiang Kai-shek, comme direction de la révolution chinoise. Elle contraignit le jeune parti communiste chinois à s'y fondre et à œuvrer au développement de ce mouvement nationaliste dirigé par la bourgeoisie, sans qu'il puisse regrouper de façon indépendante les ouvriers et les paysans qui venaient à lui. Alors que la révolution mûrissait à grande vitesse, que le Parti communiste chinois attirait toujours plus de pauvres, de travailleurs, de déshérités, qui plaçaient en lui tous leurs espoirs, il se retrouvait ligoté, incapable de proposer aux masses radicaliser une autre politique que celle du Kuomintang. Quand ce dernier négocia avec les puissances impérialistes et se retourna contre les ouvriers et le Parti communiste, des milliers d'ouvriers furent massacrés, les militants communistes pourchassés, torturés, assassinés. Ce qui restait du Parti communiste chinois se réfugia dans les campagnes, où il allait se lier à la paysannerie. S'appuyant sur la soif de terre de celle-ci, sur son aspiration à plus de justice, il mit sur pied des troupes de paysans, des troupes qui allaient mettre au service d'une politique d'indépendance nationale à l'égard de l'impérialisme. C'était une politique bourgeoise qui, sous la direction de Mao, ne visait plus à renverser l'impérialisme, mais à l'obliger à faire une certaine place à une Chine enfin unifiée. Le Parti communiste chinois avait gardé son nom, mais il avait changé de nature en se faisant le dirigeant d'une politique nationaliste bourgeoise radicale. L'Internationale, qui n'avait pas eu le temps de former une génération de communistes révolutionnaires compétents, ni dans les pays riches, ni dans les pays pauvres, d'instruments de la révolution à venir, s'était mué en outil de la politique contre-révolutionnaire de la bureaucratie. Hostile à la classe ouvrière, dont elle continuait à se revendiquer, mais dont elle avait usurpé le pouvoir, la bureaucratie considérait les révolutions extérieures comme une menace pour elle. Quant aux nationalistes, que l'internationale stalinisée continuait d'attirer, la bureaucratie cherchait en eux des alliés, non seulement contre l'encerclement impérialiste, mais aussi contre le risque de voir le prolétariat révolutionnaire l'emporter dans un autre pays. C'est pourquoi si les vagues suivantes de montées révolutionnaires dans les pays pauvres allaient renforcer certains partis communistes, dont certains finirent par s'emparer du pouvoir, comme en Chine, aucun ne représentait plus, d'aucune manière, les intérêts du prolétariat mondial ni les perspectives de la révolution communiste. La Seconde Guerre mondiale fut le creuset d'une nouvelle vague révolutionnaire, puissante et contagieuse, qui secoua les immenses empires coloniaux. Dans l'immédiate après-guerre, il y eut d'abord une nouvelle révolution chinoise, une vaste et profonde insurrection paysanne qui porta au pouvoir Mao Tse-tung et son parti.
Mais dans le sud-est asiatique, au Moyen-Orient, au Maghreb, à Madagascar, il se produisit aussi une série de révoltes paysannes, d'insurrections nationales et de mouvements révolutionnaires d'ampleur. Ces mouvements révolutionnaires, qui se situaient sur le terrain de la lutte contre la domination impérialiste, furent tous dirigés par des nationalistes radicaux issus de la petite bourgeoisie. Certains en Indochine, puis au Vietnam, voire en Corée, mais surtout en Chine, continuaient à arborer une étiquette communiste, héritage de leur lointaine origine, puis de leur formation à l'école du stalinisme. Cela les aida à abuser les masses travailleuses des campagnes et des villes quant à la politique qu'ils poursuivaient et à les mettre en œuvre. À cette époque, nulle part le prolétariat n'intervint de façon autonome. Nulle part on ne vit des organisations politiques lui proposer d'agir sur le terrain de ses intérêts de classe, ni même proposer en son nom une politique rattachant ces mouvements d'émancipation nationale à la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie au niveau mondial. Dans ce qu'on allait appeler le tiers-monde, le prolétariat n'était pourtant pas inexistant. Il était en général très minoritaire en comparaison de la paysannerie et même de la petite bourgeoisie urbaine, mais dans nombre de ces pays, il n'était finalement ni plus faible ni moins concentré qu'il ne l'avait été dans la Russie de 1917. Il constitua même, dans la plupart de ces révolutions, une partie importante des combattants. Les dirigeants nationalistes radicaux avaient une conscience de classe, mais la leur. Ils menaient une politique qui ne laissait pas de place à la contestation de la part de représentants du prolétariat, et ils faisaient la guerre à toute tentative d'organisation indépendante de ce dernier. Popularisée par les maoïstes et leurs semblables, la formule « le pouvoir au peuple » était destinée à tromper les classes populaires, en premier lieu la classe ouvrière. Les nationalistes radicaux cherchaient par-dessus tout à éviter que les masses exploitées et le prolétariat parviennent à la conquête et à l'exercice du pouvoir. Ils étaient des petits bourgeois conscients qui voulaient le pouvoir pour eux-mêmes, au nom des intérêts de leur classe sociale, la bourgeoisie, sans que cela bouleverse le cadre général de la domination mondiale de cette classe sur l'humanité. Pour imposer leur hégémonie sur le mouvement national, les nationalistes construisirent des fronts, des appareils bureaucratiques qu'ils contrôlaient et qui, en unissant sous un même drapeau les classes opprimées et la bourgeoisie ou la petite bourgeoisie nationale, soumettaient les opprimés à cette dernière. La prise du pouvoir était conçue comme celle de leur appareil militaire. Les masses étaient là pour se battre, pour appuyer leur politique, pas pour diriger, pas même pour contrôler la lutte, et bien sûr, surtout pas le nouveau régime qu'elles avaient contribué à mettre en place. Sur de telles bases, Mao, qui avait été le premier à diriger jusqu'à la prise du pouvoir une révolution, sans craindre d'être débordé par les masses dont il avait utilisé la combativité. C'est précisément pour cela que le maoïsme allait servir de référence à nombre de mouvements comparables politiquement et socialement dans les révolutions ultérieures. Malgré tout, il arriva que les masses débordent les limites tolérées par les nationalistes. Ce fut le cas des Palestiniens. Mais les nationalistes qui se placèrent à leur tête préférèrent les sacrifier plutôt que de risquer de perdre le contrôle du mouvement ou de le voir suivre une voie dont politiquement ils ne voulaient pas. Les centaines de milliers de Palestiniens, chassés de leurs terres par Israël en 1947, contraints à l'exil, réfugiés dans des camps au Liban, en Syrie, en Jordanie, se radicalisèrent en 1967 après la défaite de l'Égypte et de la Syrie lors de la guerre des 6 jours face à Israël. Cette déroute militaire les avait menés à la conclusion que pour récupérer leurs terres, pour sortir de la misère, de leur situation de réfugiés sans droit, ils ne pouvaient pas compter sur les États arabes, au contraire des nationalistes qui misaient tout sur le soutien des dirigeants égyptiens, syriens, saoudiens et autres. Les masses palestiniennes ne pouvaient donc plus compter que sur elles-mêmes. Il existait déjà des Palestiniens armés, des groupes de Palestiniens armés. Ils virent affluer à eux alors des dizaines de milliers de Palestiniens courageux, déterminés à se battre pour leurs droits et à devenir des combattants. Pour toute la jeunesse arabe du Moyen-Orient, les Palestiniens devinrent un exemple.
Ces fédayines, littéralement combattants, prêts au sacrifice, qui n'avaient plus rien à perdre, avaient gagné l'estime des masses populaires des pays arabes où ils avaient trouvé un refuge. Ils étaient prêts à se battre non seulement contre l'armée israélienne, mais aussi contre les États arabes qui les avaient trahis. Leur mobilisation, leur nombre, la sympathie dont ils jouissaient parmi des millions de pauvres des pays arabes, leur refus de plier devant l'ordre impérialiste, l'exemple qu'ils donnaient, tout cela pouvait ouvrir de réelles possibilités révolutionnaires à l'échelle de toute la région. Cette force aurait pu faire exploser la domination impérialiste sur le Moyen-Orient et arriver à la création non seulement d'un État palestinien, mais peut-être d'un État arabe unifié à l'échelle de la région, un État qui aurait balayé les dictatures syriennes, jordaniennes et autres, ainsi que les frontières artificielles introduites par l'impérialisme. Mais une telle perspective et la politique qu'elle aurait exigée étaient exclues pour Arafat et les autres dirigeants nationalistes palestiniens. Leur but était de négocier la création d'un État palestinien dont ils prendraient la tête, un État reconnu de l'impérialisme comme des dictatures arabes voisines. Pour eux, il n'était donc pas question de donner comme objectif aux Palestiniens et aux pauvres de la région qu'ils influençaient de renverser les régimes de ces pays. Il n'était pas question pour ces chefs nationalistes de s'appuyer sur l'énergie révolutionnaire des masses palestiniennes et de celle des pays arabes qu'ils entraînaient, parce qu'ils craignaient d'en perdre le contrôle, parce que cela aurait menacé l'ordre mondial, un ordre qu'ils voulaient aménager, au sein duquel ils voulaient prendre place, mais pas le renverser. La monarchie jordanienne savait que la présence sur son sol et la popularité de nombreux fédayines représentaient un facteur d'instabilité sociale, un danger pour son régime. En septembre 1970, un mois rentré dans l'histoire sous le nom de Septembre noir, le roi Hussein de Jordanie lança donc son armée sur les camps des Palestiniens. Pris au dépourvu, car leurs dirigeants ne les avaient nullement préparés à affronter les troupes d'Hussein, près de 5000 Palestiniens périrent dans les combats ou furent abattus après avoir été désarmés. Ce massacre n'empêcha pas ensuite Arafat de participer à une rencontre de réconciliation organisée par Nasser, où il serra la main d'Hussein de Jordanie, encore rouge du sang des Palestiniens. Par sa force et son potentiel révolutionnaire, le mouvement palestinien représentait une menace pour tous les dirigeants arabes. Ceux-ci en avaient conscience, mais pas les masses palestiniennes. En leur présentant des régimes arabes, leurs futurs bourreaux comme des alliés, les nationalistes avaient désarmé politiquement les Palestiniens et les avaient privés de leurs véritables alliés, les masses pauvres de la région que ces États opprimaient. Au Moyen-Orient, comme partout ailleurs après-guerre, le prolétariat n'est pas intervenu sur la scène politique. Il aurait fallu pour cela qu'il existe en son sein des organisations susceptibles de lui proposer une politique de classe indépendante. À défaut de la trouver dans les pays dominés, il aurait pu la trouver dans les pays impérialistes, là où le mouvement ouvrier était plus fort et plus organisé. Mais là, précisément, le mouvement ouvrier se trouvait sous la coupe d'organisations staliniennes et réformistes qui, avec plus ou moins de contorsion, cautionnaient finalement les guerres coloniales de leur impérialisme. En France, la majorité de l'extrême gauche prit position dans ces combats, mais en se rangeant derrière les nationalistes. Pendant la guerre d'Algérie, ceux du FLN, du Front de Libération Nationale, s'imposèrent comme direction unique du combat pour l'indépendance. Sous prétexte qu'ils se disaient socialistes, toute une partie de l'extrême gauche, ici, en France, choisit de soutenir la gauche du FLN en disant de celle-ci qu'elle voulait faire du FLN un parti d'avant-garde démocratique et révolutionnaire. C'était là renoncer à la perspective de construire une organisation prolétarienne qui conteste la direction nationaliste, mais c'était aussi faire croire que l'on pouvait peser sur le FLN au travers de sa gauche, en espérant que celle-ci se transforme par magie en direction communiste révolutionnaire. En l'absence d'une intervention indépendante de la classe ouvrière et d'organisations politiques
qui défend dans son sein une politique révolutionnaire, socialiste et internationaliste, les nationalistes qui prirent la tête des mouvements tiers-mondistes purent aller très loin, y compris en rompant avec l'impérialisme. Mais quasiment aucun de ces mouvements ne milita pour l'extension de sa révolution en dehors de ses frontières nationales. Le régime castriste à Cuba peut faire figure d'exception. Lui qui a été en conflit ouvert avec l'impérialisme américain pendant un demi-siècle. Encore qu'il ne chercha jamais à s'adresser aux classes exploitées des puissances impérialistes, il s'abstint soigneusement de toute politique à destination de ceux parmi lesquels il aurait pu trouver des alliés naturels, des alliés dont il aurait eu grand besoin, les Noirs, les pauvres, les travailleurs des États-Unis, ce pays dont les côtes étaient toutes proches de celles de Cuba. Ce n'était pas une erreur des castristes, cela faisait partie d'un choix politique fondamental des directions nationalistes, même les plus radicales. En même temps, un choix lié à la perspective limitée de leurs objectifs nationalistes, un choix de classe. Les pays colonisés, semi-coloniaux, ne furent pas les seuls à avoir été ébranlés par les luttes où le sentiment d'oppression nationale jouait un rôle de premier plan. Ainsi, dans les années 60, la lutte des Noirs américains suscita la révolte au cœur même de la première puissance impérialiste. Voir contester l'ordre capitaliste dans sa citadelle même, cela constituait un réel espoir pour toute l'humanité. L'oppression raciste subie par tous les Noirs américains de la part des Blancs, y compris de travailleurs blancs, est une oppression qui ressemble par bien des aspects à une oppression nationale. Trotsky, discutant en 1933 de la question noire avec ses camarades américains, leur disait que le principal obstacle sur la voie de la révolution sociale était le racisme de la classe ouvrière blanche, solidaire des mesures ségrégationnistes et discriminatoires de l'État américain. Pour séparer les travailleurs blancs de la bourgeoisie américaine, il pensait qu'il fallait défendre, parmi les blancs et les noirs, le droit des Noirs à l'autodétermination, c'est-à-dire à avoir une nation noire séparée. Trotsky reprenait là ce qui avait été la politique nationale de Lénine en Russie. Il affirmait que les Noirs, à travers leur autodétermination, pouvaient en venir eux aussi à la dictature du prolétariat en quelques gigantesques enjambées avant le grand bloc des ouvriers blancs. Car au travers de cette revendication du droit à l'autodétermination, ils s'affronteraient à l'état de la bourgeoisie. Le potentiel explosif du mouvement noir s'exprima à partir du milieu des années 50. Cela commença sur des bases réformistes, en prônant la non-violence, des sit-ins, des marches, des boycotts organisés par l'Église et Martin Luther King. Des mouvements qui s'opposaient pacifiquement à la police, à la garde nationale, au Ku Klux Klan, pour revendiquer l'égalité en droit, les droits civiques. Malgré l'obtention de lois de déségrégation, en fait peu ou pas appliquées, la discrimination et les assassinats racistes étaient toujours là. Cela poussa une partie de la population noire à se radicaliser en abandonnant l'illusion qu'il suffisait d'une loi pour changer sa situation. Les années qui suivirent furent celles des révoltes de rue et des émeutes. Les Noirs qui se radicalisaient placèrent leur confiance dans les nationalistes de la nation de l'islam, puis dans des mouvements plus radicaux autour du Black Power, du pouvoir noir et des Black Panthers. Le nationalisme des Noirs était la réponse à l'oppression qu'ils subissaient et qui avait toujours eu le visage des Blancs. Des milices armées virent le jour à l'initiative de la Nation de l'Islam, une organisation de masse très militante dont un des leaders était Malcolm X. Ce phénomène de masse allait prendre encore plus d'ampleur avec les Black Panthers, qui pouvaient mobiliser en bien des endroits des centaines de miliciens armés pour protéger la population des quartiers noirs des violences policières. Leur succès fut impressionnant. Mais la nation de l'islam avait affirmé vouloir construire une nation noire séparée, où les capitalistes, au lieu d'être blancs, seraient noirs, mais où les ouvriers noirs resteraient ouvriers. Le Black Power, qui attirait la fraction la plus radicalisée de la jeunesse noire, exprimait plus que le nationalisme. Les milliers de ceux qui se retrouvaient ne reconnaissaient ni le gouvernement américain, ni son État, ni son armée, ni sa justice.
Tout cela, c'était le pouvoir blanc. Mais même les plus radicaux des militants noirs, tels ceux des Black Panthers, ne faisaient pas le lien jusqu'au bout entre l'oppression raciale et la division de la société en classes, ne proposèrent pas aux masses noires révoltées une politique dépassant la question raciale et remettant en cause les fondements de leur oppression. Il n'y eut personne pour poser le problème du pouvoir sur un terrain de classe. Pour faire accepter ce que les Noirs appelaient le Black Power, il fallait remettre en cause le pouvoir blanc, et c'était en fait celui de la bourgeoisie américaine. Pour cela, il fallait s'attaquer au capitalisme. Le prolétariat noir en aurait eu la possibilité, non seulement en prenant la tête de la lutte des Noirs, mais en se donnant comme perspective et en s'en donnant les moyens d'entraîner la classe ouvrière blanche. Au milieu des années 60, alors que le mouvement noir avait créé une situation explosive, il manquait un parti capable de concurrencer les organisations nationalistes noires, de les dépasser pour aller sur la voie de la révolution prolétarienne. Un parti communiste révolutionnaire spécifiquement noir, rigoureusement indépendant de tous les partis auxquels participaient les Blancs, aurait su gagner la confiance des plus révoltés et prendre la tête de la lutte contre le pouvoir en étant plus radical, plus efficace que les nationalistes. Un tel parti aurait pu, à partir du combat des Noirs, s'adresser à la classe ouvrière blanche et l'entraîner dans sa lutte contre la bourgeoisie. Mais il ne se trouva aucune organisation ayant la capacité de mener une telle politique. Alors, en conclusion, on peut dire que depuis près de 2 siècles, que la question nationale mobilise les masses à grande échelle sous des formes diverses et dans des contextes différents, on constate une chose. Les solutions que la bourgeoisie y a apportées n'ont été que des impasses. Au sortir de la Première Guerre mondiale, les États vainqueurs, prétendant agir en fonction du droit des nations, redécoupèrent l'Europe centrale selon leurs intérêts et créèrent une dizaine de nouveaux États en taillant dans le corps des peuples. À l'heure où le développement des forces productives modernes exigeait une organisation économique au moins à la taille du continent européen, la balkanisation de l'Europe centrale prouvait que la bourgeoisie, incapable d'apporter des solutions à la question nationale, ne savait plus qu'inventer de nouvelles impasses. La Deuxième Guerre mondiale fut la conséquence monstrueuse des contradictions du système capitaliste, dont celles dans lesquelles il avait enfermé les peuples après 1918. 70 ans et quelques après le dernier conflit mondial, le système capitaliste n'a rien résolu. Depuis l'effondrement du bloc de l'Est, l'Europe compte 51 États, contre 31 en 1945. Certains se sont formés dans d'effroyables épurations ethniques, comme celles dans lesquelles les directions nationalistes rivales ont précipité les peuples de l'ex-Yougoslavie avec l'appui intéressé de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. L'émiettement croissant de l'Europe n'a en rien réglé la question nationale. Bien souvent, il l'a aggravée, car chacun de ces États d'Europe centrale et orientale englobe des minorités opprimées dans des entités souvent encore moins viables économiquement qu'elles ne l'étaient au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et même quand ces États sont devenus membres de l'Union européenne, ils y sont en tant que subordonnés aux puissances impérialistes qui dominent le continent. Dans les ex-colonies, l'impérialisme s'accommode de régimes formellement indépendants. À quelques exceptions notables près, comme à Cuba, il a pu utiliser de nouvelles équipes au pouvoir comme des relais de sa domination, désamorçant en partie le facteur explosif que constituait son oppression politique directe sur les anciennes colonies. Mais la crise de l'économie mondiale pousse la bourgeoisie des pays nantis à être toujours plus rapace, à laisser de moins en moins de marge de manœuvre au régime des pays sous sa dépendance. Comme au début du XXe siècle, le système capitaliste accumule les matériaux explosifs à la base de son édifice. Le capitalisme ne peut pas en finir avec l'oppression des peuples, il s'en nourrit autant qu'il l'alimente sans cesse. L'époque n'est plus celle des colonies, mais l'Afghanistan, l'Irak et d'autres pays en Afrique sont occupés militairement. Partout,
il y a des conflits militaires entre puissances régionales, avec en second plan les grandes puissances, leurs rivalités, les intérêts de leurs grands groupes. Dans bien des pays où l'indépendance nationale n'est qu'une fiction juridique, le sentiment d'être pillé, de n'être en réalité toujours qu'une colonie, d'être le jouet et l'enjeu de puissants intérêts étrangers a toujours autant de raisons de mobiliser à nouveau de larges masses. La révolution russe a démontré, même si ce fut de façon limitée dans le temps, comment le prolétariat pouvait résoudre la question nationale et que lui seul pouvait le faire. Pour le mesurer, il suffit de comparer ce que fut l'URSS à ses débuts avec ce qu'elle est devenue après son éclatement fin 1991. Depuis, cette région du monde n'a cessé de se déliter, d'être ravagée par les guerres en Tchétchénie, en Géorgie, dans le Haut-Karabakh, en Asie centrale. Elle est en proie aux dictatures, aux chefs de guerre, aux nationalismes rivaux, avec les conséquences monstrueuses que cela a à notre porte en Ukraine, où la population est sommée de choisir entre le chauvinisme grand russe du Kremlin et celui fascisant des nationalistes ukrainiens. La situation de ce pays grand comme la France, et presque aussi peuplé, est grosse de nouveaux affrontements entre communautés nationales. Cela autour de la sécession armée du Donbass et celle de la Crimée, mais aussi parce que le gouvernement de Kiev cherche à conforter son pouvoir en se posant en champion du nationalisme ukrainien contre toutes les minorités nationales du pays. Il vient ainsi de revenir sur le droit, hérité de l'ère soviétique, qu'avaient des millions d'Ukrainiens de nationalité hongroise, polonaise, roumaine, slovaque et bien sûr russe, de faire étudier leurs enfants dans leur langue maternelle. Cela a soulevé un tollé de protestations, de menaces, pour l'instant seulement diplomatiques, contre le gouvernement de Kiev, de la part de dirigeants de pays voisins, tout aussi intéressés que lui à attiser les feux du nationalisme et à fouler les droits de leur propre minorité nationale. Ce qu'est devenue l'Europe de l'Est, le fait qu'elle se balkanise, qu'elle redevient la proie de guerres fratricides attisées par l'irrédentisme des uns et des autres, l'exaltation du nationalisme, la xénophobie d'État affichée, avec ses chefs d'extrême droite aux commandes, toute cette pourriture est une manifestation d'un phénomène plus général, la pourriture du système capitaliste mondial. Si le capitalisme naissant, encore porteur de progrès, a pu mettre à son compte d'avoir fait émerger une tendance à dépasser le particularisme régional féodal en généralisant la création d'États-nations, aujourd'hui le capitalisme décadent suscite un mouvement inverse. Il développe une tendance à la désintégration, même d'États parmi les plus anciennement constitués, au repli régional, à la promotion de l'égoïsme national, voire micronational, à l'exaltation des particularismes opposés à ceux des voisins, dans un monde qui n'a jamais été autant mondialisé. Les frontières ne protègent pas les peuples, elles les enferment, elles étouffent leur développement et celui des forces productives. Cela a déjà eu des conséquences dramatiques au siècle dernier avec l'horreur de 2 guerres mondiales, une monstrueuse première dans l'histoire de l'humanité qu'il faut mettre au compte du système capitaliste. Un siècle après la vague révolutionnaire qu'octobre 1917 avait soulevée dans le monde entier, le combat pour renverser le système capitaliste a pris bien du retard, ce que l'humanité paye d'un prix exorbitant. Le prolétariat ne pourra mener le combat pour renverser ce système failli sans construire de nouveaux partis communistes révolutionnaires, indépendants de toutes les autres classes sociales et capables de s'appuyer sur l'énergie révolutionnaire des masses. Ce n'est qu'avec de tels partis qu'il pourra leur donner la perspective, non pas de changer de maître, mais de se libérer de leurs exploiteurs, de quelque nationalité qu'ils soient, et finalement de débarrasser la planète de toute exploitation, de toute oppression, en ouvrant la perspective d'un monde sans frontières, d'une société socialiste, enfin digne de l'humanité.